Audrey, mon fils, m'a chassé le jour où il est devenu millionnaire à la loterie. Je n'ai pas besoin d'un père pauvre qui me freine, m'a-t-il dit. J'ai fait mes valises en silence. 3 jours plus tard, il s'est rendu à la banque pour retirer son gain. Quand il m'a vu assis dans le salon VIP avec le conseiller, il s'est évanoui. Vous avez déjà vu quelqu'un s'évanouir de choc? Non, pas cet évanouissement de série télévisée, dramatique et répété. Je parle de ce véritable évanouissement où les jambes cèdent simplement, les yeux se révulsent et le corps s'effondre comme un sac de ciment sur le sol. C'est exactement ce que j'ai vu arriver à mon fils Julien ce mercredi 14 mai à 14h37 dans le salon VIP de la Banque Postale du 8e arrondissement de Paris. Il était entré précipitamment, presque en courant, avec sa femme Mélanie accrochée à son bras comme un sac de luxe. Tous deux habillés comme s'ils allaient à un gala. Lui en costume bleu marine avec l'étiquette du prix mal arrachée au poignet. Elle dans une robe orange criarde et des talons si hauts qu'elle semblait sur le point de basculer à tout moment. Ils venaient en souriant, parlant fort, planifiant à voix haute ce qu'ils allaient faire avec les 15 millions d'euros du loto. 15 millions. Le chiffre qui avait transformé mon fils en étranger en moins de 72 heures. Mais il ne s'attendait pas à me voir là, encore moins assis dans ce fauteuil en cuir bordeaux à côté du conseiller régional, monsieur Fabrice Duchamp, avec une tasse d'espresso dans la main et mon attaché case en cuir véritable, cadeau que je me suis offert avec ma première prime, après 40 ans de labeur, posé élégamment sur mes genoux. Je portais mon costume gris anthracite, celui que j'avais acheté spécialement pour cette occasion. J'avais mis ma cravate bordeaux sobre, ce ton qui n'est pas agressif, mais qui dit « j'existe et je mérite le respect ». Et au poignet, brillant discrètement sous la lumière froide de la climatisation, se trouvait la montre en or de mon père, Henri. Le seul objet de valeur que j'avais gardé toutes ces années, mais qui ce jour-là avait une signification complètement nouvelle. Julien m'a vu en premier. J'ai vu le moment exact où son cerveau a traité l'information. Cet homme assis là, traité comme un client VIP, était le père qu'il avait chassé de chez lui 3 jours auparavant, le traitant de boulet et de père pauvre qui freine. La couleur a disparu de son visage, littéralement. C'était comme si quelqu'un avait débranché une prise et drainé tout le sang. Sa bouche s'est ouverte, mais aucun son n'en est sorti. Et Mélanie, cette vipère, a serré son bras et a chuchoté trop fort. « Julien, qu'est-ce que ton père fait ici ?» Monsieur Duchamp, qui était à mes côtés en train de réviser des documents, a levé les yeux avec ce sourire professionnel et a dit d'une voix ferme et polie « Bon après-midi, monsieur Julien. Monsieur Henri est arrivé avant vous. Nous étions justement en train de finaliser les procédures de son compte premium. » Premium. Ce mot est tombé au milieu de la salle comme une bombe. Premium. Mélanie a répété, sa voix stridente montant de 2 tons. « De quoi parle-t-il, Julien ?» Mon fils ne pouvait pas parler, il me fixait seulement et je pouvais voir dans ses yeux noisettes qui ressemblaient à ceux de sa mère, un mélange de confusion, de peur et quelque chose que j'ai mis quelques secondes à identifier, la honte. C'est monsieur Duchamp qui a continué, toujours professionnel, toujours correct. Monsieur Henri est devenu client spécial de la banque cette semaine. Nous sommes très honorés de le servir. C'est un homme de caractère, votre père. Il a fait une pause, m'a regardé comme s'il demandait la permission, et j'ai simplement haussé un sourcil. Il a poursuivi. « Monsieur, souhaitez-vous expliquer à votre fils, ou préférez-vous que je lui raconte ?» Le silence qui est tombé dans cette salle était lourd. De ces silences où vous pouvez entendre le bourdonnement de la lampe fluorescente au plafond, le ronronnement distant de la climatisation, la respiration haletante de Mélanie. J'ai pris une gorgée lente de mon café. J'ai laissé le goût amer se répandre sur ma langue. J'ai regardé mon fils, cet homme de 42 ans que j'avais élevé seul après la mort de sa mère, que j'avais nourri
en travaillant comme menuisier, que j'avais habillé avec les vêtements que je pouvais me permettre, que j'avais mis dans une école de commerce privée en payant 950 € par mois pendant 5 ans, en faisant des heures supplémentaires le soir et les week-ends. Et j'ai dit de la voix la plus calme possible, « Vous pouvez lui dire, monsieur Duchamp, mon fils mérite de connaître la vérité. » Et c'est là que Julien s'est évanoui. Ses jambes ont cédé, tout son corps s'est effondré, sa tête a heurté le coin de la table basse avec un bruit sec qui m'a fait fermer les yeux pendant 1 seconde. Mélanie a crié comme une hystérique. Elle s'est agenouillée, a commencé à lui taper le visage en criant « Julien! Julien! Quelqu'un appelle une ambulance !» Je n'ai pas bougé de ma chaise. J'ai simplement regardé cet homme étendu sur le sol, mon fils, ma création, ma plus grande erreur et ma plus grande douleur. Et j'ai pensé à tout ce qui s'était passé ces 3 derniers jours. J'ai pensé aux mots qu'il avait crachés à mon visage. J'ai pensé à la façon dont il m'avait poussé hors de sa vie au moment où l'argent était apparu. J'ai pensé à combien de nuits j'avais passé éveillé à me demander où j'avais échoué. Et j'ai pensé au secret que j'avais gardé pendant 40 ans. Le secret qui était sur le point de tout changer. Si vous voulez comprendre comment je suis arrivé à cette banque, comment un père de 68 ans qui vivait dans un modeste appartement à Montreuil est devenu client VIP pendant que son fils millionnaire s'évanouissait à ses pieds, alors restez avec moi dans cette histoire. Parce que ce que vous allez entendre ne parle pas seulement d'argent, mais de dignité, de trahison et de la leçon la plus dure qu'un fils puisse apprendre. Et si les histoires de dépassement et de justice touchent votre cœur, abonnez-vous à la chaîne Les Conseils de Papy, car ici, nous ne cachons pas la vérité, aussi douloureuse soit-elle. Vous savez ce que c'est de se réveiller à 5 heures du matin tous les jours pendant 15 ans ? Pas pour faire du yoga ou méditer, comme ces influenceurs Instagram l'enseignent. Se réveiller pour aller à l'atelier de menuiserie, scier du bois dans le froid, poncer des planches jusqu'à ce que vos mains saignent. C'était ma vie de 1983 à 1998. Je m'appelle Henri Dubois. J'ai 68 ans, et quand j'en avais 28, mon monde s'est effondré pour la première fois. Marguerite, ma femme, l'amour de ma vie, la femme qui me faisait rire même quand nous ne pouvions pas payer le loyer, est morte d'un cancer foudroyant. C'était un vendredi glacial de janvier. J'étais chez nous avec Julien, qui avait 4 mois à peine. Je me souviens du médecin me disant qu'il n'y avait plus rien à faire. Je me souviens du son de ma propre respiration dans cette chambre d'hôpital. Je me souviens d'être tombé à genoux dans le couloir et d'avoir senti une douleur dans la poitrine si forte que j'ai pensé mourir là même avec elle. Mais je ne suis pas mort parce qu'il y avait une vie qui dépendait de moi. Et cette vie avait besoin de moi entier, pas en morceaux. Marguerite était professeure de français dans un lycée de banlieue. Nous n'étions pas riches, mais nous ne manquions de rien. Nous avions suffisamment. Un appartement modeste, mais à nous, une voiture d'occasion qui fonctionnait, de la nourriture sur la table et des projets. Tant de projets. Quand elle est morte, j'ai dû tout recommencer. J'étais menuisier, je gagnais correctement ma vie, mais avec un bébé, les frais de garde, les dépenses médicales restantes. L'argent ne suffisait plus. J'ai commencé à prendre tous les chantiers possibles. Le jour, je travaillais à l'atelier. Le soir et les week-ends, je faisais des meubles sur commande dans mon petit garage. Je dormais 4 heures par nuit. Les premières années ont été les plus difficiles. Je m'occupais de Julien pendant que je travaillais. Il dormait dans un couffin à côté de mon établi. La nuit, quand il se réveillait en pleurant, je le berçais d'un bras et ponçais de l'autre main. Mes doigts étaient couverts d'échardes. Mon dos me faisait mal à force d'être courbé, mais je ne pouvais pas m'arrêter. Chaque meuble que je fabriquais, c'était de la nourriture sur la table. Chaque commande, c'était le loyer payé. Quand Julien a eu 3 ans, j'ai dû le mettre à la crèche municipale. Je gagnais environ 2200 € par mois en cumulant tout. Avec la crèche à 450 €, le loyer à 850, les courses, les factures, il restait à peine de quoi vivre. Vous savez ce que Julien m'a dit quand il avait 16 ans et qu'il a découvert combien je gagnais ? « Papa, tu gagnes une misère. Pourquoi tu ne cherches pas un vrai travail ?
un vrai travail, comme si se lever avant l'aube pour construire des meubles n'était pas un vrai travail, comme si poncer du bois à genoux pendant des heures n'était pas un vrai travail. Mais j'ai avalé, j'ai souri, j'ai dit que ça allait s'améliorer, j'ai toujours dit que ça allait s'améliorer. Julien a grandi en ayant honte de moi. Ce n'est pas facile à écrire, mais c'est la vérité. Il avait honte du père qui arrivait aux réunions de parents avec de la sciure dans les cheveux parce qu'il venait directement de l'atelier. Il avait honte du père qui n'avait pas de voiture neuve pendant que les autres pères venaient chercher leurs fils dans des Audi flambant neuves. Une fois, il devait avoir 12 ans, il m'a demandé de ne pas venir le chercher à l'école. « Et papa, tu peux m'attendre au coin de la rue, c'est que les gars se moquent. » J'ai attendu au coin de la rue. Sous le soleil brûlant d'un après-midi de juin, avec mes sacs de course, j'ai attendu, caché, pour que mon fils n'ait pas honte de moi. Et pourtant, je l'aimais, ce garçon, de toutes les fibres de mon être. Quand il a terminé le lycée, il voulait faire une école de commerce privée parce qu'il n'avait pas été accepté dans les écoles publiques. Les frais de scolarité étaient de 950 € par mois. 950 €, plus de la moitié de ce que je gagnais avec mon travail régulier. C'est alors que j'ai commencé à faire des meubles de restauration le week-end. J'ai appris en regardant des vidéos sur YouTube à la bibliothèque du quartier. J'achetais de vieux meubles dans les brocantes, je les restaurais, je les vendais au marché aux puces. 300 € par week-end, 1200 € par mois, juste avec les meubles, en plus du reste. Pendant 5 ans, j'ai fait ça. 5 ans à me lever à l'aube, à poncer, à vernir, avec les mains calleuses, à travailler jusqu'à l'épuisement. Tout pour payer l'école de commerce de mon fils. Vous savez combien de fois Julien m'a remercié pendant ces 5 ans? Aucune, pas une seule fois. Quand il a obtenu son diplôme en 2008, j'ai organisé une petite fête chez moi. J'ai fait préparer des canapés par un traiteur, acheté du champagne, invité les voisins. J'étais si fier. Mon fils, diplômé d'école de commerce, fils de menuisier et de veuf, il est arrivé à la fête, est resté 20 minutes et est parti. Il a dit qu'il avait un rendez-vous avec les amis de l'école, avec ses vrais amis. Je me demande ce qu'il voulait dire par là. Je suis resté là avec les canapés qui refroidissaient sur la table, écoutant Madame Rousseau d'à côté essayer de me consoler. « Laisse, Henri, les jeunes sont comme ça. Ils t'aiment. Il ne sait juste pas le montrer. » Mais je savais déjà, au fond, que ce n'était pas une question de ne pas savoir montrer. C'était une question de ne pas ressentir. Les années ont passé. Julien a trouvé un emploi dans une grande entreprise de conseil. Il a commencé à bien gagner sa vie, 3 500 € par mois. Il a loué un appartement à Boulogne-Billancourt, un petit appartement, mais dans un immeuble avec gardien, piscine, ces choses-là. Moi, je continuais dans mon modeste 3 pièces à Montreuil, avec les murs qui avaient besoin d'être repeints et que je rafraîchissais de temps en temps avec l'argent compté. Il venait me voir peut-être une fois par mois. Parfois, il sautait 2 mois. Toujours pressé, toujours regardant son téléphone, toujours partant rapidement. Je ne lui ai jamais demandé d'argent. Jamais. J'ai continué à faire mes meubles, mes restaurations, parce que j'avais ma fierté et parce qu'au fond, j'espérais encore qu'un jour il viendrait chez moi et dirait « Papa, merci pour tout ». Mais ce jour n'est jamais venu. Et puis, en 2019, il a rencontré Mélanie, cette femme qui allait transformer mon fils de fils ingrat en fils cruel. Mais cette partie de l'histoire nécessite une attention particulière. Parce que quand Mélanie est entrée dans la vie de Julien, je n'ai pas seulement perdu un fils, j'ai perdu l'espoir d'être un jour vu par lui. Mélanie Montfort. Aujourd'hui encore, son nom complet sort de ma bouche avec un goût de fiel. Elle est apparue lors d'un barbecue que Julien a organisé dans son appartement en septembre 2019. Il m'a appelé, chose rare, et a dit « Papa, je fais un barbecue samedi. Je voudrais que tu rencontres quelqu'un d'important. » Quelqu'un d'important. Mon cœur a fait un bond. Cela faisait si longtemps qu'il ne m'incluait dans rien de sa vie que j'ai pensé que finalement, les choses allaient s'améliorer. J'ai acheté une chemise neuve dans un magasin du centre. 85 € qui ont fait mal au portefeuille, mais que j'ai payé avec joie. J'ai fait 2 tartes, une aux pommes et une aux poires.
J'ai pris 2 métros pour arriver à Boulogne-Billancourt. Quand j'ai sonné, il a fallu environ 5 minutes avant que quelqu'un ouvre. J'entendais des rires à l'intérieur, de la musique forte, ce bruit de gens qui s'amusent. Quand la porte s'est finalement ouverte, ce n'était pas Julien qui a répondu, c'était elle. Mélanie avait 35 ans à l'époque, mais elle paraissait plus jeune. Cheveux blonds, de ces blonds clairement sortis d'un salon cher, avec des mèches et des reflets, tombant sur ses épaules. Peau bronzée artificiellement, ongles longs rouges qui ressemblaient à des griffes. Elle portait un ensemble blanc en lin, pantalon et chemisier qui coûtait probablement plus que ce que je gagnais en 2 mois. Et le sourire, ce sourire de quelqu'un qui mord, mais ne mâche pas. « Vous devez être le père de Julien », a-t-elle dit. Ce n'était pas une question, c'était une constatation. Et la façon dont elle l'a dit, le père de Julien, pas Monsieur Henri, a clairement montré que pour elle, je n'avais pas de nom propre. J'étais juste une fonction. « Oui, Henri, j'ai apporté quelques tartes. » J'ai commencé à tendre les plats. Elle a regardé les tartes comme si j'avais apporté quelque chose de contaminé. Comme c'est mignon. Tarte maison. Le mot « maison » est sorti avec tant de dédain que je l'ai ressenti comme une gifle. Laissez-moi voir s'il reste de la place sur la table. Nous avons commandé des pâtisseries de chez Ladurée. Ladurée. Elle a insisté sur la marque comme si je ne savais pas que Ladurée était chère, comme si elle devait me rappeler qu'elle avait de l'argent pour acheter là où je ne pourrais jamais. Je suis entré dans l'appartement, et ce que j'ai vu m'a serré la poitrine. Il y avait environ 15 personnes là, toutes bien habillées, toutes avec cet air de gens qui n'ont jamais eu à se battre dans la vie. Julien était sur le balcon avec 3 hommes, tous en polo et bermuda de marque, bière importée à la main, riant fort à une blague. Il m'a vu et a fait un signe de la main, juste un signe. Il n'est pas venu me saluer, ne m'a présenté à personne, ne m'a inclus dans aucune conversation. Je suis resté là, debout dans le salon, tenant mes plats de tarte, ne sachant pas où m'asseoir, sentant tous les regards me scanner, de la tête aux pieds. Ma chemise neuve à 85 € ressemblait soudain à un chiffon, à côté de tous ses vêtements. C'est Mélanie qui m'a guidé, ou plutôt m'a poussé vers la cuisine. « Venez, laissez-moi vous montrer où vous pouvez poser ça », a-t-elle dit, prenant déjà les plats de mes mains. Elle a mis les tartes dans un coin du comptoir, derrière une tour de macarons français qui devait coûter environ 80 €. Mes tartes faites avec amour sont restées là, cachées, insignifiantes. « Vous voulez une bière ou nous avons aussi du jus si vous préférez ?» a-t-elle proposé. Et la façon dont elle a dit « jus » a clairement montré qu'elle pensait que je n'avais pas assez de classe pour boire de la bière avec eux. « Un verre d'eau, s'il vous plaît » ai-je répondu, essayant de garder ma voix ferme. « Eau du robinet ou vous préférez minérale ?» Elle a souri. Ce sourire de hyène. « Écoutez, je ne suis pas stupide. Je sais quand quelqu'un me rabaisse, mais c'était la petite amie de mon fils. Alors j'ai avalé et j'ai dit « du robinet, c'est parfait ». J'ai passé 3 heures dans cet appartement. 3 heures, assis dans un coin du canapé, regardant mon fils ignorer ma présence pendant qu'il faisait un barbecue pour ses amis et pour cette femme qui avait déjà décidé que j'étais un problème à résoudre. Personne n'a mangé mes tartes. À la fin de la soirée, quand je suis parti, encore une fois sans que Julien propose de me raccompagner ou d'appeler un taxi, Mélanie m'a rendu les plats avec les tartes intactes. C'est dommage, personne n'a pu tout manger. Mais emportez-les, vous pourrez en profiter chez vous. Cela a fait plus mal que n'importe quelle gifle. Dans le taxi de retour, 72 € que j'ai payé seul, j'ai pleuré en silence sur le siège arrière. Le chauffeur l'a remarqué, mais n'a rien dit. Il a juste monté le volume de la musique, mais le pire était encore à venir. Julien et Mélanie se sont fiancés 6 mois plus tard. Il m'a appelé pour me le dire. Il n'a pas demandé mon avis, n'a pas demandé ce que je pensais. Il m'a juste informé. Papa, Mélanie et moi allons nous marier en octobre. Je t'enverrai l'invitation plus tard. Le mariage a eu lieu dans un château en Île-de-France, un de ces endroits avec un jardin immense, des lustres en cristal, tout en blanc et or. On pouvait voir de loin que cela avait coûté une fortune.
La famille de Mélanie a tout payé. Elle tenait à ce que ce soit clair. Quand j'ai reçu l'invitation 2 semaines avant le mariage, j'ai vu que mon nom était écrit à la main sur l'enveloppe, pas imprimé comme les autres, et il était accompagné d'une note séparée de Mélanie. Monsieur Henry, le mariage a un code vestimentaire, tenue de soirée. Si vous avez des questions, prévenez-moi que je vous recommande un magasin de location de costumes. Location de costumes. Comme si je n'étais pas capable d'acheter un costume de soirée. J'en ai acheté un. J'ai dépensé 420 € dans un costume gris perle lors des soldes aux Galeries Lafayette. Il était beau, simple, mais élégant. Je me suis fait faire les ongles, je me suis fait couper les cheveux dans un salon bon marché. Je voulais être présentable pour le mariage de mon fils unique. Je suis arrivé au château à 16h30, une demi-heure avant la cérémonie. L'entrée était déjà pleine de monde, des voitures de luxe garées partout, des femmes en talons hauts et robes très chères, des hommes en costume italien. Je me suis senti comme un intrus. À la réception, une jeune fille souriante avec un presse-papier a demandé mon nom et a vérifié la liste. « Monsieur, vous êtes à la table 18, a-t-elle dit, pointant vers le fond de la salle. Table 18. J'ai regardé le plan des tables qui étaient affichées là. La table 1 était celle des mariés. Les tables 2, 3 et 4 étaient pour sa famille à elle. Les tables 5 à 8 étaient pour les amis proches. La table 18 se trouvait pratiquement dans la cuisine, littéralement à côté de la porte de service où les serveurs entraient et sortaient avec les plateaux. J'ai senti mes jambes trembler, mais j'ai respiré profondément et j'y suis allé. À la table se trouvaient 7 autres personnes que je n'avais jamais vues de ma vie. J'ai découvert plus tard que c'étaient des collègues de travail de Julien et leurs conjoints. Personne de la famille, juste moi, le père du marié, relégué au fond de la salle comme un cousin éloigné que personne ne voulait avoir près de soi. La cérémonie était belle, je ne peux pas le nier. Mélanie était radieuse dans une robe qui devait coûter environ 15 000 €. Julien était élégant, heureux, souriant à elle comme si elle était la seule personne au monde. Quand il est passé devant la table 18, se dirigeant vers l'autel, nos regards se sont croisés pendant une seconde, juste une seconde, et j'ai vu quelque chose là que je n'oublierai jamais, l'indifférence. Mon fils m'a regardé avec la même indifférence avec laquelle on regarde un serveur qu'on ne va même pas appeler. J'ai pleuré pendant toute la cérémonie, mais personne ne l'a remarqué, parce que personne ne me regardait. Au dîner, la nourriture était merveilleuse. Entrée de homard, plat principal de filet de bœuf sauce au vin, dessert aux 3 chocolats. Mais chaque bouchée descendait lourdement dans ma gorge, car j'avalais de la nourriture assaisonnée d'humiliation. Les mariés ont fait le tour des tables pour saluer les invités. Ils ont commencé par la table 1, évidemment, puis 2, 3, 4. Ils sont allés table par table, prenant des photos, discutant, riant. Quand ils sont arrivés à la table 18, Mélanie a fait un signe de loin, juste un signe, et a tiré Julien par le bras. « Chérie, viens, allons parler aux gens de la table 19, ce sont les associés de mon père. » Les associés du père de Mélanie. Ceux-là méritaient l'attention. Moi, le père du marié, je n'ai mérité aucune accolade. Je suis parti avant le gâteau. Je n'ai pas pu rester, j'ai appelé un taxi, 89 €, et je suis retourné à Montreuil avec le cœur en lambeaux et les pieds douloureux dans les chaussures serrées que j'avais achetées spécialement pour ce jour. Sur le chemin, j'ai pensé à toutes les fois où j'avais imaginé le mariage de Julien. Depuis qu'il était petit, je rêvais de ce jour. Moi dansant avec lui lors de la valse père-fils, lui me remerciant dans son discours, moi pleurant d'émotion de voir mon garçon heureux. Mais aucun de ces rêves n'incluait une table au fond de la salle. Aucun d'eux n'incluait d'être traité comme un boulet. Et aucun d'eux n'a préparé mon cœur à ce qui allait suivre. Parce qu'après ce mariage, les choses n'ont fait qu'empirer. Mélanie avait obtenu ce qu'elle voulait, un mari qui l'idolâtrait et un beau-père qu'elle pouvait effacer de l'histoire. Et pendant 3 ans, c'est exactement ce qu'elle a fait. 3 ans se sont écoulés depuis ce mariage. 3 ans où mon contact avec Julien se résumait à des messages courts sur WhatsApp. « Bonjour papa, ça va ?» et 2 visites par an,
à son anniversaire en août et à Noël. Ce n'était pas vivre, c'était survivre émotionnellement. Je continuais avec mes meubles, en faisant moins maintenant, car mon corps ne supportait plus le même rythme. 68 ans, ce ne sont pas 68 ans quand vous en avez passé 40 à travailler 14 heures par jour. Mes genoux me faisaient mal, mes mains avaient de l'arthrite, mon dos se plaignait chaque fois que je me penchais pour prendre un outil. Mais je continuais, parce que m'arrêter signifiait penser, et penser faisait plus mal que n'importe quelle douleur physique. C'était un samedi, le 22 avril, 10 heures du matin, que mon téléphone a sonné. Une de ces sonneries stridentes que vous configurez pour les appels importants. C'était Julien. Mon cœur s'est emballé. Il n'appelait jamais le samedi matin. Quelque chose n'allait pas. « Allô, fiston, tout va bien ?» J'ai répondu d'une voix déjà tremblante. « Papa, papa, j'ai gagné au loto !» Sa voix était si forte que j'ai dû éloigner le téléphone de mon oreille. De l'autre côté de la ligne, j'ai entendu Mélanie crier aussi, hystérique de joie. Du bruit de choses qui tombent, de verres qui s'entrechoquent, cette euphorie que seul le grand argent provoque. « Fiston, quoi? Gagner quoi ?» Je ne comprenais toujours pas. « Le loto, papa, les 6 numéros, 15 millions, 15 millions d'euros. » Le sol a disparu sous mes pieds. Je me suis assis sur la chaise de la cuisine, la main tremblant tellement que j'ai failli renverser la tasse de café que je buvais. « Mon Dieu, fiston, tu es sûr? Tu as bien vérifié ?» 3 fois. Mélanie a vérifié, j'ai vérifié. On a appelé la Française des Jeux et ils ont confirmé. C'est réel, papa, je suis millionnaire. On est millionnaire. Ce « on est millionnaire » m'a rempli d'un espoir stupide. Mais à ce moment-là, j'ai vraiment cru qu'il m'incluait, qu'après toutes ces années de froideur, l'argent allait me ramener mon fils. Comme je me trompais. « Papa, viens ici chez moi, viens célébrer avec nous. Je vais appeler tout le monde. Ça va être une fête. Prends un Uber, je paye. Non, attends, je vais t'envoyer un Uber maintenant. » Il m'a envoyé un Uber berline, un luxe que je n'avais jamais connu. Voiture sentant le neuf, siège en cuir doux, chauffeur poli m'appelant « monsieur » avec un respect authentique. Sur le chemin, je pleurais et souriais en même temps. Mon fils avait gagné au loto. Mon fils n'aurait plus besoin de se battre, n'aurait plus de soucis financiers, pourrait vivre tranquillement. Et le mieux, il m'avait appelé pour célébrer, m'avait inclus. Enfin, après tant de temps, j'allais être près de lui lors d'un moment important. Je me suis arrêté dans une boulangerie en chemin et j'ai acheté des ingrédients pour faire une tarte. J'y ai tenu. Tarte aux prunes, la recette de ma mère, la grand-mère que Julien n'a jamais connue, mais dont il adorait les histoires. J'ai utilisé les derniers 75 € que j'avais dans mon portefeuille pour ces ingrédients. Farine de qualité, œufs bio, prunes biologiques. Je voulais faire quelque chose de spécial. Je suis arrivé chez lui vers 13h30. La porte était entr'ouverte. De l'intérieur venait toute cette agitation, des voix animées, de la musique. J'ai sonné et poussé la porte. L'appartement était différent. Il y avait des gens que je n'avais jamais vus. Une femme d'environ 50 ans, très élégante, assise sur le canapé avec une mallette en cuir sur les genoux et une tablette à la main. Un homme en costume gris, lunettes, air sérieux, également avec des papiers étalés sur la table basse. Et Mélanie, au milieu du salon parlant sans arrêt, gesticulant, les yeux brillants d'une manière qui frôlait la folie. Donc, on va investir au moins la moitié en obligations, environ 30% dans l'immobilier, et le reste on le garde liquide pour... Elle s'est arrêtée quand elle m'a vu. Le sourire s'est figé. Ah, Monsieur Henri est arrivé. Monsieur Henri. Bah, beau-père, pas le père de Julien. Monsieur Henri, comme si j'étais le plombier venu réparer quelque chose. Bonjour Mélanie. J'ai apporté une tarte pour célébrer. J'ai levé le plat à 2 mains, fier de mon travail. Elle a regardé la tarte comme si j'avais apporté un rat mort. Oh, comme c'est mignon. Elle a pris le plat de mes mains et l'a posé sur le comptoir de la cuisine américaine, sans vraiment le regarder. On a déjà commandé des pâtisseries de chez Pierre Hermé, mais merci. Pierre Hermé, la pâtisserie la plus chère de Paris, où un petit gâteau coûte 45 €.
Julien est apparu de la chambre, le téléphone collé à l'oreille, parlant avec quelqu'un d'investissement, d'action, de choses que je ne comprenais pas. Quand il m'a vu, il a fait un signe rapide, a articulé un « Salut papa » sans son et a continué son appel. La femme sur le canapé s'est levée et s'est présentée. Lucienne Fabre, conseillère financière. Mélanie m'a engagé pour aider avec la planification patrimoniale. Elle m'a tendu la main de manière mécanique, tournant déjà le visage vers Mélanie avant même que je ne la serre correctement. Et l'homme en costume, maître Maurice Rivière, avocat spécialisé en succession et gestion de fortune. Gestion de fortune. 15 millions étaient devenus une fortune en quelques heures. Je me suis assis sur le canapé, ou plutôt je me suis coincé dans un coin du canapé car la table basse était remplie de papiers, graphiques, tableaux imprimés. Je suis resté là, silencieux, regardant tout ce va-et-vient pendant que je devenais invisible. Mélanie parlait sans arrêt. « On a besoin d'une nouvelle voiture. Cette Clio ne fait plus l'affaire. Je pense à un Range Rover. Qu'en pensez-vous? Et la maison, il y a ce nouveau lotissement à Neuilly. Maison à 4 millions, piscine privée, sécurité 24h/24. » Julien avait raccroché et l'avait rejointe, tous les deux assis par terre, entourés de photos de propriétés de luxe imprimées depuis le site de l'agence immobilière. Celle-ci est magnifique, chérie. 5 chambres, barbecue haut de gamme, espace détente complet. Il pointait avec enthousiasme. Barbecue haut de gamme. Mon fils qui avait mangé toute sa vie sur mon petit barbecue en briques dans le jardin. Je suis resté là 2 heures. 2 heures à écouter des plans millionnaires, à entendre Mélanie rêver tout haut de voyage à Paris. Non, attendez, ils étaient déjà à Paris. Voyage aux Maldives, à Dubaï, au Japon. 2 heures à voir mon fils se transformer en quelqu'un que je ne reconnaissais pas. Jusqu'à ce que moi, innocent, stupide, trop plein d'espoir, j'ouvre la bouche. « Fiston !» Ma voix est sortie basse, presque timide. « Tu ne vas pas aider Monsieur Valentin du garage, tu te souviens? Il te ramenait à l'école tous les jours pendant 2 ans. Il n'a jamais rien demandé. » Le silence qui est tombé dans la pièce était lourd. Julien m'a regardé avec une expression que je n'avais jamais vue. De l'irritation, pure irritation. « Papa, s'il te plaît, ne commence pas. »« Ne commence pas quoi, fiston? Monsieur Valentin me ramenait parce qu'il allait dans la même direction. Ce n'était pas une faveur, et je remplissais toujours son réservoir. Ce n'était pas gratuit. » Mensonge, mensonge éhonté. Monsieur Valentin faisait un détour de 3 kilomètres tous les jours pour aller chercher Julien, et Julien n'a jamais payé l'essence. Mais je n'allais pas discuter devant ces gens. « D'accord, fiston, pardon. » Mélanie a levé les yeux au ciel de manière si exagérée que même l'avocat l'a vu. « Julien, chéri, concentrons-nous. Nous avons beaucoup à décider aujourd'hui. » Elle a ramené son attention vers les tableaux. C'est à ce moment-là que j'aurais dû partir, prendre mes affaires, ma tarte que personne n'allait manger, et rentrer chez moi avec le reste de dignité qui me restait. Mais je ne suis pas parti, parce que cette petite partie idiote de mon cœur avait encore l'espoir qu'à tout moment mon fils allait se souvenir que j'étais là et allait m'inclure dans la conversation, allait me demander ce que je pensais, allait partager cette joie avec moi, vraiment. À 17 heures, la conseillère financière et l'avocat sont partis. Mélanie a commandé des sushis, 280 € de sushis et sashimi. Quand c'est arrivé, elle a servi sur le comptoir de la cuisine et a appelé Julien. « Je ne vais même pas prendre d'assiette, chérie. Mangeons directement dans les barquettes. Je meurs de faim. » Ils ont mangé là, tous les deux, parlant à voix basse, de l'agenda de la semaine suivante. Réunion à la banque, visite des maisons, essai routier chez le concessionnaire. Ma tarte restait coincée sur le comptoir, et personne ne m'a proposé de sushi. C'est là, à ce moment pathétique, assis sur le canapé, regardant mon fils manger de la nourriture chère, sans même se souvenir que son père était là, que quelque chose en moi a commencé à se fissurer. Ça n'a pas cassé encore, mais c'était fissuré. « Fiston, je crois que je vais y aller. Il se fait tard. » Je me suis levé, j'ai pris mon sac. « D'accord, papa. Au revoir. »
Je t'appelle plus tard. Il n'a même pas levé les yeux. Il était sur son téléphone à regarder quelque chose, riant de quelques bêtises. Mélanie est venue jusqu'à la porte avec moi. Toujours elle, jouant le rôle de l'épouse polie. Merci d'être venu, monsieur Henry. C'était bien de vous avoir ici. Un mensonge si évident que ça a fait mal. Je suis descendu par les escaliers. Je ne voulais pas attendre l'ascenseur parce que j'étais sur le point de pleurer et je n'allais pas lui donner le plaisir de me voir faible. Dans le hall, je me suis assis sur un banc de l'espace commun et j'ai pleuré. J'ai pleuré en silence, essuyant les larmes du dos de la main, essayant de ne pas faire de bruit. Un Uber standard pour rentrer, 28 € partagés avec 2 autres personnes. Moi qui étais arrivé dans un Uber berline, cadeau du fils millionnaire. La tarte est restée là-bas. Je l'ai oubliée. Ou peut-être que je ne l'ai pas oubliée. Peut-être que je l'ai laissée exprès, espérant qu'à un moment Julien verrait cette tarte, se souviendrait de moi et ressentirait au moins une once de remords. Mais il n'a rien ressenti, parce que 2 jours plus tard, le pire était encore à venir. Et quand le pire est arrivé, c'est arrivé avec des mots si tranchants qu'ils ont coupé plus profondément que n'importe quel couteau. Dimanche, 19 h. Julien m'a appelé, me demandant de revenir. « Papa, viens dîner avec nous. Mélanie a fait des lasagnes. » Mélanie faisant des lasagnes. Cette femme que je n'avais jamais vue faire frire un œuf. Mais j'y suis allé parce que je suis père. Et un père, c'est comme ça. Même après avoir été oublié sur le canapé, même après avoir vu sa propre tarte être ignorée, on y va quand on nous appelle. On croit encore que cette fois, ce sera différent. J'ai pris le métro, 2 correspondances, 1h10 de trajet. J'aurais pu demander un Uber, mais mes 75 € de la tarte faisaient encore mal au budget. Je suis arrivé à 20h30. La porte était verrouillée cette fois. J'ai sonné et attendu. Ça a pris du temps. J'ai entendu des pas traînants, quelqu'un se plaindre. Qui c'est à cette heure? Et finalement Julien a ouvert. Il était en short et vieux t-shirt, les cheveux en bataille, l'air de quelqu'un qui avait dormi tout l'après-midi. Dans ses yeux, cette lueur un peu désorientée de quelqu'un qui est encore en train de réaliser que sa vie a changé du jour au lendemain. « Salut, papa. Entre. » Pas d'accolade, pas de « content que tu sois venu ». Juste un « entre » monosyllabique, et il tournait déjà le dos, retournant au canapé où il regardait quelque chose à la télé. Mélanie était dans la cuisine. Quand je suis entré, j'ai vu qu'il n'y avait pas de lasagne du tout. Il y avait des emballages de livraison éparpillés sur le comptoir, nourriture libanaise, falafel, houmous, taboulé. « Ah, monsieur Henry. Oui, j'ai changé d'avis sur les lasagnes. J'ai trouvé ça trop compliqué. J'ai commandé de la nourriture. » Elle n'a même pas levé les yeux vers moi en parlant, occupée à regarder son téléphone. Trop compliqué de faire des lasagnes le jour où vous venez de gagner 15 millions d'euros. Logique. Pas de problème. Je peux manger n'importe quoi, ai-je répondu en gardant un ton neutre. Le dîner était étrange, silencieux. Julien mangeait en regardant son téléphone. Mélanie mangeait en regardant son téléphone. Moi, je mangeais en regardant mon assiette, essayant de ne pas laisser le malaise m'étouffer avec les falafels. C'est quand nous avons terminé que ça a commencé. J'avais apporté un petit sac avec quelques fruits que j'avais achetés au marché de Montreuil. Oranges, bananes, pommes, des choses simples. Je les ai mis dans leur réfrigérateur, qui était presque vide d'ailleurs. Au fait, j'ai apporté quelques fruits pour vous. Je les ai achetés au marché. Ils avaient l'air bons. Mélanie a ouvert le réfrigérateur, a vu les fruits et a laissé échapper un petit rire. Ce genre de rire qui n'a aucun humour, seulement du venin. « Oh, comme c'est mignon! Fruit du marché !» Elle a pris une orange, l'a examinée comme si c'était un objet étrange. « Julien, chéri, on va commencer à acheter chez la grande épicerie maintenant, des fruits bio. Tu sais, ceux qui viennent dans des caisses en bois. Des fruits dans des caisses en bois. 15 € la pomme, 35 € le kilo d'orange, pendant qu'il y a des gens qui meurent de faim dans le monde. Mais j'ai encore avalé. Fiston, j'ai commencé, ma voix sortant plus faible que je ne le voulais.
Mon réfrigérateur est tombé en panne la semaine dernière. Le technicien a dit qu'il n'y a pas de réparation possible. Il faut le remplacer. Ça coûte environ 700 € pour un nouveau. Je me demandais si tu ne pourrais pas... Je n'ai pas terminé la phrase. Le visage de Julien a changé. C'était instantané. Les yeux se sont écarquillés. La mâchoire s'est serrée. Cette veine sur son front qui avait toujours sauté quand il était nerveux a commencé à pulser. « Sérieusement, papa ?» Sa voix est sortie entre ses dents. « Tu es venu ici pour demander de l'argent ?»« Fiston, ce n'est pas demander. » »« Ce n'est pas demander. » Il s'est levé de sa chaise. Sa voix a monté de 2 tons. « Alors c'est quoi? Parce que pour autant que je sache, demander de l'argent, c'est exactement ça. Débarquer ici avec ton petit réfrigérateur en panne, voulant que je résolve ça. » J'ai eu l'impression de recevoir un coup de poing dans l'estomac. « Julien, je ne t'ai jamais rien demandé. Jamais. En 42 ans, c'est la première... » « La première ?» Il a ri, mais ce n'était pas un rire, c'était du mépris. « Papa, tu crois que j'ai oublié ? Oublié toutes les fois où tu es passé rapidement ici et tu as mentionné que le gaz avait augmenté, que la facture d'électricité était chère, que le médicament pour la tension avait monté. Je suis resté figé parce que oui, j'avais mentionné ces choses, mais jamais, jamais comme une demande d'aide. C'était juste des conversations, des commentaires sur la vie, le genre de choses que les pères disent à leurs fils. Ou du moins, c'est ce que je pensais. Fiston, je n'ai jamais voulu que tu me donnes de l'argent ces fois-là. Je parlais juste. Parlais. Mélanie est entrée dans le salon, les bras croisés, cette posture de quelqu'un qui attendait ce moment depuis longtemps. Monsieur Henry, vous savez ce qu'est la manipulation émotionnelle? C'est exactement ça. Lancer des commentaires, créer de la culpabilité jusqu'à ce que la personne se sente obligée d'aider. Manipulation émotionnelle. Elle venait de m'accuser de manipulation émotionnelle. Mélanie, j'ai essayé de parler, mais ma voix a failli. Julien, on doit parler de ça. Elle s'est tournée vers lui, la main sur son épaule. Ce geste de possession. Ton argent va attirer beaucoup de monde. Beaucoup de gens de l'extérieur. Beaucoup de gens de l'intérieur de la famille. On doit établir des limites maintenant, avant que ça devienne une boule de neige. Des limites. Elle parlait de moi comme si j'étais une menace extérieure, comme si j'étais une de ces personnes qui apparaissent de nulle part quand quelqu'un gagne au loto. « Papa !» Julien a passé sa main sur son visage, ce geste de quelqu'un qui est épuisé. « Mélanie a raison. On doit faire attention. Cet argent, c'est notre avenir. On ne peut pas le distribuer à tout le monde qui apparaît avec un problème. Tout le monde qui apparaît avec un problème. J'étais devenu tout le monde. Julien, ma voix est sortie brisée. Je suis ton père. Et je suis ton fils. Il a explosé complètement. Je sais que tu m'as élevé seul. Je sais que c'était difficile. Je sais tout ça. Mais jusqu'à quand, papa? Jusqu'à quand je vais devoir porter cette dette? Jusqu'à quand je vais devoir me sentir coupable de vouloir avoir une bonne vie? Chaque mot était un coup de poignard. Je ne t'ai jamais rien réclamé, ai-je murmuré. Tu n'as pas réclamé. Ton existence est une réclamation. Chaque fois que je te vois dans cette maison qui tombe en ruine, chaque fois que tu arrives ici avec tes vêtements simples, tes petites tartes maison, c'est une réclamation silencieuse. C'est un rappel que j'ai ce que tu n'as pas. J'ai senti mes jambes faiblir. Je me suis appuyé contre le mur parce que j'étais sûr que j'allais tomber. Fiston, c'était tout ce que je pouvais dire. Fiston, Julien, calme-toi. Mélanie a mis sa main sur sa poitrine, jouant ce petit théâtre d'épouse inquiète, mais dans ses yeux j'ai vu de la satisfaction. Elle aimait ça. Chérie, ton père doit comprendre. On va avoir beaucoup de réunions importantes cette semaine avec des banquiers, des investisseurs, des gens sérieux. On doit se concentrer. On ne peut pas passer notre temps à résoudre des problèmes de famille. Problème de famille. J'étais un problème de famille. C'est à ce moment-là que c'est arrivé. Je tenais dans ma main une tasse en porcelaine blanche avec un liseré doré. Une tasse que ma mère m'avait donnée quand je m'étais marié avec Marguerite.
une des seules choses que j'avais gardées toutes ces années et que j'avais bêtement apportée pour prendre un café là-bas pendant qu'il dînait. Mes mains tremblaient tellement que la tasse a glissé. Elle est tombée sur le carrelage, a explosé en 1000 morceaux. Le bruit a résonné dans la pièce comme un coup de feu. Mélanie a sursauté de manière dramatique, la main sur la poitrine. « Mon Dieu, regardez, il a cassé notre vaisselle. Julien, c'est de la collection qu'on a reçue pour le mariage. » Non, ce n'était pas le cas. Cette tasse était à moi. Mais elle a menti effrontément, et Julien ne m'a pas défendu. Pardon. Je me suis agenouillé pour ramasser les morceaux, les mains tremblantes, les larmes commençant à brouiller ma vision. « Laisse papa, la femme de ménage nettoiera demain. » Julien a parlé avec une telle froideur que les morceaux de la tasse ont semblé moins tranchants que ses mots. Je me suis relevé, j'ai regardé mon fils, vraiment regardé, et j'ai vu un étranger. Julien, ma voix était ferme maintenant, ferme et glaciale. Dis-moi une chose, quand tu as gagné cet argent, quel a été ton premier sentiment? Le bonheur ou le soulagement de ne plus avoir besoin de moi? Le silence était absolu. Il n'a pas répondu. Et l'absence de réponse était une réponse suffisante. « Papa, je pense qu'il vaut mieux que tu rentres chez toi. » Mélanie s'est avancée, prenant déjà mon sac qui était sur le canapé et me le tendant. Ça a été une longue journée pour tout le monde. On doit se reposer. Julien a une réunion à la banque mercredi matin pour retirer son gain. Beaucoup de choses à régler. Mercredi matin, réunion à la banque. J'ai pris mon sac. Je n'ai rien dit. J'ai juste regardé Julien une dernière fois, attendant, espérant encore, même après tout, qu'il dise quelque chose, qu'il me demande de rester, qu'il s'excuse, qu'il redevienne mon fils. Mais il ne l'a pas fait. Au revoir, papa. Je t'appelle plus tard. Je suis sorti de cet appartement le dos droit et la tête haute, mais dans l'ascenseur, seul, je me suis effondré. J'ai pleuré à chaque seconde des 12 étages jusqu'au rez-de-chaussée. J'ai pleuré à l'arrêt de métro en attendant la rame. J'ai pleuré en silence dans le métro bondé du dimanche soir, priant pour que personne ne me reconnaisse, que personne ne demande ce qui s'était passé. Je suis arrivé chez moi à 23 heures. La maison vide, le réfrigérateur en panne bourdonnant d'irritation, les morceaux de mon cœur éparpillés sur le chemin. Mais c'est là, assis, seul dans ma cuisine sombre, que quelque chose a changé. Ce n'était pas de la colère, ce n'était pas du ressentiment, c'était de la clarté, une clarté froide, tranchante, libératrice. Je me suis levé, j'ai allumé la lumière, je suis allé dans ma chambre et j'ai ouvert la vieille armoire en bois. Au fond, sous des couvertures que je n'utilisais pas depuis des années, se trouvait une boîte à chaussures décolorée. Je l'ai ouverte. À l'intérieur se trouvaient des documents que je gardais depuis des décennies. Des papiers jaunis, une photo de Marguerite, son certificat de décès et une enveloppe Kraft avec l'entête d'un cabinet d'avocats. Maître Eugène Bernard, avocat pro bono. À l'intérieur de l'enveloppe, une lettre datée de 2 semaines auparavant. Cher Monsieur Henry, c'est avec une immense satisfaction que nous vous informons qu'après 38 ans de procédure, le dossier Neru 5472-1985 a abouti. Vous avez droit à une indemnisation d'un montant de 1 900 000 € relative à la dissolution irrégulière de la société dont votre défunte épouse était associée. 1 900 000 €, de l'argent qui était à moi. De l'argent que j'avais conquis après près de 4 décennies d'attente, de paperasse, de procédures judiciaires que j'avais suivies en silence avec l'aide d'un avocat bienveillant que j'avais rencontré à l'église. De l'argent que j'allais utiliser pour aider Julien, pour le surprendre, pour lui faire voir que le père pauvre qui freine avait en fait réussi à assurer un meilleur avenir pour nous deux. Mais maintenant, j'avais un autre plan. J'ai pris mon téléphone, j'ai appelé Maître Eugène, même s'il était presque minuit. Il a répondu, il répondait toujours quand j'avais besoin. Maître Eugène, pardon pour l'heure. J'ai besoin de fixer un rendez-vous urgent à la banque. Je veux déposer l'argent de l'indemnisation et j'ai besoin d'une faveur. De l'autre côté de la ligne,
Il a tout écouté, tout ce qui s'était passé. Et quand j'ai terminé, sa voix est venue ferme. « Monsieur Henry, vous allez avoir la justice que vous méritez, je vous le garantis. » Mercredi, 14 heures, agence de la Banque Postale. Mon fils va retirer 15 millions d'euros et il va découvrir que le père pauvre qu'il a humilié a plus que de l'argent. Il a de la dignité. Et quand quelqu'un perd sa dignité dans la quête de l'argent, il découvre qu'il a tout perdu. Si cette histoire vous a touché, laissez en commentaire d'où vous regardez et quelle partie vous a le plus ému. Et si vous connaissez quelqu'un qui a besoin d'entendre qu'il n'est jamais trop tard pour retrouver sa propre dignité, partagez cette histoire. Abonnez-vous à Les Conseils de Papy et activez la cloche pour ne manquer aucune de nos histoires. Car ici, on parle de vraies valeurs, de respect et de dignité. Parce qu'à la fin, nous méritons tous d'être vus, valorisés et aimés pour ce que nous sommes vraiment, pas pour ce que nous avons. La révélation à la banque, les lundis ont toujours été mon jour pour ranger l'atelier. 40 ans de ma vie, chaque lundi était jour pour nettoyer les outils, balayer la sûre, ranger les planches. Mais ce lundi 24 avril, je n'ai rien rangé du tout. Je me suis réveillé à 5 heures du matin, non pas parce que j'en avais besoin, mais parce que je ne pouvais pas dormir. Je suis resté allongé dans mon lit, regardant le plafond fissuré de ma chambre, écoutant le bruit des premiers métros passant dans la rue, pensant à chaque mot que Julien avait craché à mon visage dimanche. Je n'ai pas besoin d'un père pauvre qui me freine. Je me suis levé, j'ai fait du café, je me suis assis à la petite table de la cuisine avec la tasse fumante dans la main. Une tasse ordinaire en verre, de celle qu'on achète en lot de 6 pour 12 €. Rien en porcelaine, rien d'héritage émotionnel qui pourrait se briser et emporter un morceau de moi avec. L'enveloppe Kraft de Maître Eugène était ouverte devant moi. J'ai relu la lettre pour la 5e fois en 12 heures. 900 000 €. Des chiffres qui semblaient irréels, presque obscènes là dans ma cuisine modeste, avec le réfrigérateur en panne qui bourdonnait son chant de mort, avec le robinet qui goûtait parce que le joint était usé. J'ai pris le téléphone, j'ai composé le numéro. Maître Eugène, bonjour. Pardon de déranger si tôt. Sa voix est venue calme, toujours calme. Monsieur Henry, vous ne dérangez jamais. Vous avez réussi à dormir? Pas beaucoup. J'ai pris une gorgée de café. J'ai besoin d'un rendez-vous à la banque aujourd'hui. Ça peut être aujourd'hui? Laissez-moi voir. Je l'ai entendu taper de l'autre côté. Je peux arranger pour 15 heures à la banque postale du 8e. Je vais appeler le conseiller régional maintenant. Conseiller régional? Monsieur Henry, 900 000 € ne se déposent pas au guichet ordinaire. Vous allez devenir client spécial, premium. Vous aurez un conseiller dédié, une salle privée, tout le traitement VIP. VIP, moi, Henri Dubois, menuisier de Montreuil, client VIP. L'ironie était si grande que j'ai presque ri. Presque. Il y a autre chose, maître Eugène. J'ai hésité. Mon fils, il va retirer son gain du loto cette semaine, à la banque postale aussi. Vous pouvez découvrir quel jour. Silence de l'autre côté. Puis, Monsieur Henry, vous êtes sûr de ce que vous préparez? Je suis sûr. Ma voix est sortie plus ferme que je ne l'espérais. Il a besoin de savoir. Il a besoin de comprendre que le père qu'il a humilié, qu'il a chassé, qu'il a appelé boulet, n'est pas ce qu'il pense. Laissez-moi faire, je vais découvrir. J'ai raccroché et je suis resté là, regardant le mur de la cuisine, où il y avait une vieille photo encadrée. Moi et Julien, lui avec environ 8 ans, souriant devant le parc. C'était son anniversaire. J'avais travaillé des heures supplémentaires toute la semaine pour pouvoir payer cette sortie. L'entrée du parc, les bonbons, une petite voiture télécommandée bon marché qu'il voulait tant. Sur cette photo, il me regardait comme si j'étais l'homme le plus important du monde. Quand est-ce que ça a changé? Quand ai-je cessé d'être père pour devenir un problème? Je me suis levé, j'ai décroché la photo du mur, je l'ai rangée dans le tiroir de la cuisine. Sans colère, juste avec un détachement. Ce garçon sur la photo n'existait plus. À 14h45, j'étais devant le miroir de ma chambre, choisissant quoi porter.
J'avais 3 options. Le costume gris perle que j'avais porté au mariage, un pantalon noir avec une chemise blanche que je portais pour aller à l'église, ou le costume gris anthracite que j'avais acheté il y a 6 mois en solde et que je n'avais jamais porté car je le gardais pour une occasion spéciale. J'ai choisi le costume anthracite. Je me suis préparé calmement. J'ai mis ma cravate bordeaux, sobre, celle qui donne un air de sérieux sans paraître exagéré. J'ai coiffé mes cheveux gris en arrière, j'ai mis mes chaussures en cuir que j'avais achetées en 2019 et que je ne portais qu'au mariage et anniversaire. Et j'ai pris la montre en or de mon père, Henri Senior. Mes doigts ont tremblé quand j'ai ouvert la petite boîte en velours où elle était conservée. Cela faisait des années que je ne la portais pas. J'avais peur de la perdre, de la casser, de me la faire voler dans le métro. Mais ce jour-là, j'en avais besoin avec moi. J'avais besoin de sentir son poids sur mon poignet, comme si mon père était là en train de dire « Vas-y Henri, tu le mérites ». Je l'ai mise au poignet gauche. Le métal froid contre la peau m'a donné des frissons. J'ai pris mon attaché-case en cuir, l'authentique que j'avais acheté avec ma première prime, après avoir arrêté les meubles sur commande et avoir trouvé un emploi fixe de responsable d'atelier dans une école de menuiserie. 200 € par mois, du lundi au vendredi, avec contrat. C'était le premier argent propre que j'avais gagné après 40 ans dans l'informel. Avec cette première prime, j'avais acheté cet attaché-case, 210 € dans un magasin des Champs-Élysées. La vendeuse m'avait regardé avec dédain. Mes vêtements simples, mon allure de quelqu'un qui n'avait pas d'argent. Mais quand j'avais posé les billets sur le comptoir, son regard avait changé. Je n'avais jamais oublié ce moment. La sensation de pouvoir acheter quelque chose de qualité sans avoir besoin d'échelonner les paiements, sans avoir besoin de demander une réduction, sans avoir besoin de s'humilier. Et ce jour-là, en allant à la banque, j'allais ressentir ça à nouveau, mais multiplié par des millions. Le taxi est arrivé à 14h30. Un taxi ordinaire, pas un Uber de luxe. Je n'avais pas besoin de luxe, j'avais besoin de dignité. Sur le chemin, le chauffeur a essayé d'engager la conversation. « Vous allez au centre pour le travail, monsieur ?»« Je vais régler quelques affaires à la banque. » ai-je répondu en regardant par la fenêtre. « Les banques, c'est toujours une prise de tête, hein? Les files d'attente, la bureaucratie. » Aujourd'hui, il n'y aura pas de file d'attente. J'ai parlé plus pour moi-même que pour lui. Je suis arrivé à la banque postale à 14h55. Le bâtiment imposant, tout en verre, reflétant le soleil de l'après-midi. Des gens entrant et sortant, la plupart avec un air fatigué, portant des papiers, se plaignant de l'attente. Je suis entré par la porte principale et une réceptionniste m'a arrêté. « Bonjour, monsieur. Vous avez rendez-vous ?»« Oui. Henri Dubois. Rendez-vous avec monsieur Fabrice Duchamp, conseiller régional. » Elle a vérifié sur l'ordinateur. Son expression a instantanément changé. Les yeux se sont légèrement écarquillés. Le sourire s'est élargi, la posture plus droite. « Ah oui, monsieur. Vous êtes client premium. S'il vous plaît, suivez-moi. Je vais vous conduire directement au salon VIP. » Client premium. Elle a dit cela à voix haute et les gens autour ont regardé. Un homme d'environ 70 ans, bien habillé mais sans excès, traité comme un client premium. Je suis monté dans l'ascenseur exclusif, celui qui ne fonctionne qu'avec une carte d'accès. La réceptionniste a utilisé la sienne et a appuyé sur le 10e étage. Quand les portes se sont ouvertes, c'était un autre monde. Moquette silencieuse, climatisation à la température parfaite, fauteuils en cuir, tableaux au mur. Et le silence. Ce silence de grand argent, où les problèmes se règlent à voix basse et avec discrétion. Par ici, monsieur Dubois. Le salon VIP avait une table en acajou, 6 fauteuils en cuir bordeaux, une immense fenêtre avec vue sur la Seine et un mini-bar avec de l'eau, du café expresso et même du champagne. Monsieur Duchamp m'a reçu personnellement. Un homme d'environ 45 ans, costume bleu marine impeccable, cravate rouge, un sourire authentique qui m'a surpris. « Monsieur Henri, quel plaisir de vous revoir. » Il a tendu la main, et quand je l'ai serrée, il l'a couverte de son autre main.
Ce geste de chaleur humaine véritable, je ne l'ai pas reconnu immédiatement. Monsieur Duchamp, pardon, mais vous ne vous souvenez pas de moi, n'est-ce pas? C'est normal, j'étais enfant. Fabricou, le fils de Madame Marcel. Madame Marcel? Le nom m'a frappé comme un éclair. Madame Marcel, la couturière d'Aubervilliers. Oui, ma mère. Il a souri, les yeux légèrement embués. Vous lui vendiez des meubles restaurés en 1995, vous vous souvenez? Ma mère traversait une période difficile après la mort de mon père. Pas d'argent, 3 enfants à élever, vous l'avez découvert et vous avez commencé à lui apporter des meubles gratuitement pendant 6 mois. Vous disiez que c'était des invendus qui allaient partir à la déchetterie, mais je savais que ce n'était pas des invendus. Vous donniez vos meubles pour nous aider. Je me suis souvenu. Madame Marcel, maigre, les yeux creux, les mains tremblantes à force de coudre et de si peu manger. Et les 3 enfants, 2 garçons et une fille. L'aîné devait avoir environ 10 ans. « Tu étais l'aîné » ai-je murmuré. « Oui. Et aujourd'hui, je suis conseiller régional de la Banque Postale grâce à vous, parce que vous nous avez aidés quand nous avions faim. Ma mère a réussi à se relever, j'ai réussi à étudier, j'ai passé les concours, et quand j'ai vu votre nom dans l'agenda aujourd'hui avec Maître Eugène, j'ai su que c'était vous. J'ai tout vérifié. C'est vous, l'homme qui a sauvé ma famille. J'ai senti les larmes brûler, mais je ne les ai pas laissées couler. Fabricou, tu as tellement grandi. Et vous êtes toujours le même, battant, digne. » Il a pointé vers la chaise. « Asseyez-vous, s'il vous plaît, on va tout régler. Maître Eugène m'a expliqué votre situation. Il m'a parlé de votre fils. » Je me suis assis. Il a servi un café expresso dans une minuscule tasse en porcelaine blanche. Le café était fort, amer, parfait. « Monsieur Henri, votre fils a pris rendez-vous pour retirer son gain mercredi, demain, à 14 heures, ici même dans ce salon. Demain. Je veux être ici, ai-je dit fermement. Je veux qu'il me voie. Je veux qu'il sache. » Monsieur Duchamp a hoché la tête lentement. « Vous êtes sûr? Ça va être douloureux pour vous deux. Je sais, mais j'en ai besoin. » J'ai respiré profondément. Il m'a appelé père pauvre qui freine. Il m'a chassé de chez lui parce que j'ai demandé de l'aide pour acheter un réfrigérateur. Il doit savoir que le père qui l'a humilié a plus que de l'argent. Il a une histoire, il a des accomplissements, il a de la valeur. Alors faisons comme ça. Monsieur Duchamp a ouvert un dossier. Vous déposez les 900 000 € aujourd'hui. J'ouvre votre compte premium. Je configure vos investissements selon les conseils de Maître Eugène. Et demain, à 14 heures, vous serez ici avec moi quand votre fils arrivera. Et c'est exactement ce que nous avons fait. J'ai signé des papiers, tapé des codes, confirmé des dépôts, et en 40 minutes, j'ai cessé d'être Henri, le menuisier de Montreuil, et je suis devenu Henri Dubois, client premium de la Banque Postale, avec 900 000 € en compte. Quand je suis sorti de la banque à 17 heures, le soleil commençait à descendre. La lumière dorée frappait les bâtiments de verre de la Seine. J'ai pris un taxi pour rentrer chez moi, et pendant tout le trajet, je suis resté à regarder la montre de mon père à mon poignet. « Demain, père », ai-je murmuré à la montre. « Demain, il va comprendre. » Je suis arrivé chez moi, j'ai enlevé le costume anthracite, je l'ai rangé soigneusement, j'ai pris une douche, j'ai fait une soupe simple de légumes, je l'ai mangé à ma petite table de cuisine, seul, dans le silence de ma maison. Et pour la première fois depuis des semaines, j'ai dormi toute la nuit, sans cauchemar, sans angoisse, parce que je savais que le lendemain, à 14 heures, mon fils allait apprendre la leçon la plus dure de sa vie. Et quand l'orgueil et l'argent aveuglent un fils, seule la vérité nue et crue peut lui ouvrir les yeux. Mercredi, le jour du règlement de compte. Je me suis réveillé à 6 heures du matin, même sans avoir mis le réveil. Le corps savait que ce jour était différent. Je me suis levé, j'ai ouvert la fenêtre de la chambre, j'ai laissé entrer l'air frais du matin. Paris en mai a un air qui sent le printemps, et ce jour-là, même l'air me semblait plus léger. J'ai fait du café. Je me suis assis dans la cuisine et pour la première fois en 42 ans, j'ai regardé la photo de Marguerite sans sentir cette oppression dans la poitrine.
J'ai pris le cadre qui était sur l'étagère du salon, elle souriante en robe d'été, les cheveux au vent, cette allure décontractée qui m'avait fait tomber amoureux à 19 ans. Tu savais, n'est-ce pas? J'ai parlé à la photo, comme si elle pouvait m'entendre. Tu savais que cette société allait valoir quelque chose un jour. Ce n'était pas pour rien que tu insistais tant sur ces papiers, même quand tout allait mal. Marguerite avait été professeure, mais aussi associée minoritaire dans une petite maison d'édition, Éditions Lumière. Elle avait investi ses économies en 1981, 15% de la société, 45 000 francs de l'époque. La maison d'édition avait commencé bien. Elle publiait des livres de poésie, de littérature française, avait 3 auteurs prometteurs. Mais en 1983, avec la crise économique, les choses avaient déraillé. Les libraires ne payaient plus, les coûts d'impression avaient explosé, un entrepôt avait pris feu, les éditions Lumière coulaient. C'est à ce moment-là que Marguerite avait commencé à se disputer avec les autres associés. Elle voulait sauver la maison, trouver de nouveaux auteurs, réduire les coûts. Mais les 2 associés majoritaires, Claire Favre et Philippe Arnaud, voulaient tout fermer, déclarer faillite, chacun suivant son chemin. Je me souviens des discussions à la maison. Marguerite arrivait stressée, en colère, disant que les associés cachaient quelque chose, qu'il y avait de l'argent qui entrait, mais qui n'apparaissait pas dans les rapports. Henri, ils me trompent, je sais qu'ils le font, mais je n'arrive pas à le prouver. Elle est morte 3 semaines plus tard, cancer fulgurant. Quand elle est morte, j'avais Julien de 4 mois et j'étais détruit. Je n'avais pas la tête à penser à une maison d'édition, à une société, à une procédure. Les 2 associés sont venus aux funérailles, Claire et Philippe, en noir, l'air compatissant. Et 2 semaines plus tard, ils sont apparus à ma porte avec une proposition. « Monsieur Henri, la maison d'édition est en faillite. On ne peut pas continuer. On va fermer les activités. On vous offre 10 000 francs pour la part de Marguerite. C'est tout ce qu'on peut. 10 000 francs. À l'époque, ça semblait être de l'argent. Je n'avais rien. J'avais besoin de quelque chose pour recommencer. J'ai signé, j'ai pris l'argent et j'ai essayé de poursuivre ma vie. Et les éditions Lumière ont fermé leurs portes en mai 1983. Ou du moins, c'est ce qu'ils ont dit. Parce qu'en 1997, 14 ans plus tard, je regardais le journal télévisé et j'ai failli tomber de ma chaise. Le reportage parlait d'une maison d'édition qui venait de signer un contrat millionnaire avec une grande chaîne de distribution pour publier une nouvelle collection de classiques français. Le nom de la maison, Éditions Lumière en compagnie limitée. La même maison. Sauf que maintenant, elle n'était plus en faillite. Elle était géante. Catalogue de 500 titres, bureau dans 3 pays, contrat avec de grands auteurs français et internationaux. Mon sang s'est glacé. J'ai appelé le numéro qui apparaissait sur le site de la maison. J'ai parlé avec une secrétaire. J'ai demandé les associés. Elle a confirmé Claire Favre et Philippe Arnaud. Les mêmes. Ces gens m'avaient menti. Ils avaient dit que la maison était en faillite, m'avaient payé des miettes pour la part de Marguerite, puis avaient tout reconstruit seuls. Ils avaient tout gardé. Je ne savais pas quoi faire. Je n'avais pas d'argent pour un avocat, pas de connaissances juridiques. J'étais juste un veuf avec un fils adolescent, travaillant 14 heures par jour pour survivre. J'ai gardé cette information dans ma poitrine comme un éclat de verre. Ça faisait mal, mais je ne savais pas comment le retirer. Jusqu'en 2003. J'étais à l'église baptiste de Montreuil un dimanche matin. Le pasteur avait invité un avocat pour donner une conférence sur les droits du travail pour la communauté. L'homme avait environ 50 ans, cheveux grisonnants, lunettes fines, une manière calme de parler qui inspirait confiance. À la fin de la conférence, il a dit « Si quelqu'un ici a une question juridique, vous pouvez me voir. Je fais quelques travaux pro bono pour ceux qui ne peuvent pas payer. » Je suis resté. Quand tout le monde est parti, je me suis approché de lui, les jambes tremblantes de nervosité. « Maître, je m'appelle Henri. Je voudrais un conseil sur une société dont ma défunte femme était associée. Je pense avoir été trompé. »
Maître Eugène Bernard m'a écouté pendant 1 heure. Il a tout noté, a demandé les documents que j'avais. Le certificat de décès de Marguerite, le contrat de société, le reçu des 10 000 francs que j'avais reçus. 3 semaines plus tard, il m'a appelé dans son bureau, un endroit petit, simple, mais organisé. « Monsieur Henry, vous avez été volé. Légalement volé, mais volé. Ces associés ont profité de votre vulnérabilité, vous ont payé une misère et ont tout gardé. Je vais lancer une procédure, mais vous devez comprendre que ça peut prendre des années, des décennies même. Et il n'y a pas de garantie qu'on gagne. » Je comprends. Mais je dois essayer. Pour Marguerite, pour moi, pour mon fils. Alors allons-y. Et c'était exactement ça. Un combat. De 2003 à 2023. 20 ans de procédure, de recours, d'expertise comptable, de témoins. Les éditions Lumière ont engagé des cabinets très chers pour se défendre. Ils ont prétendu que la maison avait vraiment fait faillite en 1983 et que celle qui existe aujourd'hui est une autre, fondée en 1985. Mais Maître Eugène a prouvé que c'était la même. Même raison sociale, mêmes associés, continuité fiscale. Il a prouvé que Claire et Philippe avaient caché des contrats, détourné de l'argent, menti sur la faillite. Qu'ils savaient que la maison avait du potentiel, mais voulaient tout garder. Alors ils avaient poussé l'associé minoritaire, Marguerite, dehors en offrant des miettes aux veufs vulnérables. En 2018, nous avons gagné en première instance, ils ont fait appel. En 2020, nous avons gagné en appel, ils ont encore fait appel. En 2022, la Cour de cassation a donné un jugement définitif en ma faveur. J'avais droit à une indemnisation équivalente aux 15% que Marguerite avait dans la société, calculée depuis 1983 avec correction monétaire, intérêt, tout. 1 900 000 €. L'argent est tombé sur mon compte en avril 2023, 2 semaines avant que Julien gagne au loto. Et je ne lui ai pas dit. Vous savez pourquoi ? Parce que je voulais que ce soit une surprise. Je voulais arriver vers mon fils et dire « Fiston, on a réussi. Après 40 ans, on a obtenu justice pour ta mère. Cet argent est à nous. On va l'utiliser pour avoir une vie meilleure ensemble. » J'avais des projets. Je voulais l'aider à mieux investir. Je voulais voyager avec lui. Je voulais enfin avoir cette relation père-fils que nous n'avions jamais eue. Je pensais que l'argent allait nous rapprocher. Mais alors est venue la loterie, 15 millions. Et mon fils a montré qui il était vraiment. Il a montré que ça n'avait jamais été une question d'avoir ou de ne pas avoir d'argent. C'était une question de caractère ou de son absence. Ce mercredi matin, à 10 heures, j'ai appelé Maître Eugène. « Je suis prêt », ai-je dit. « Vous êtes un homme fort, monsieur Henry. Votre femme serait fière. » J'ai raccroché. J'ai mis le même costume anthracite, la même cravate bordeaux sobre. J'ai mis la montre en or de mon père. J'ai pris mon attaché-case en cuir et je me suis regardé dans le miroir. L'homme qui me regardait en retour n'était plus cet Henri courbé, fatigué, résigné. C'était un homme au dos droit, au menton levé, au regard ferme. Un homme qui avait survécu à 42 ans de lutte, qui avait élevé un fils seul, qui avait attendu 4 décennies pour la justice et qui l'avait finalement obtenue. Un homme qui n'avait plus besoin de prouver quoi que ce soit à personne, surtout pas à un fils ingrat. Je suis sorti de chez moi à 12h30. Je suis arrivé à la banque postale à 13h15. Monsieur Duchamp m'a reçu personnellement à l'entrée. « Monsieur Henry, vous êtes prêt ?»« Je suis prêt. » « Votre fils a confirmé sa présence pour 14 heures. Il vient avec son épouse. » « Parfait. Je veux qu'elle voie aussi. » Nous sommes montés au salon VIP. Monsieur Duchamp a servi du café. Nous avons parlé de choses légères. Il m'a raconté sa mère, Madame Marcel, qui avait maintenant son propre atelier de couture et vivait bien. 14 heures. Le téléphone de la réception a sonné. « Monsieur Duchamp, Monsieur Julien Dubois est arrivé. » Mon cœur s'est accéléré, mais j'ai gardé une expression calme. « Faites-le monter. » J'ai entendu l'ascenseur. J'ai entendu des pas précipités dans le couloir. J'ai entendu la voix de Mélanie, forte, excitée. « Chérie, 15 millions en liquide. Tu as pensé où on va garder tout ça ?» La porte s'est ouverte. Et quand Julien m'a vu assis dans ce fauteuil en cuir avec le conseiller régional à mes côtés,
avec une tasse de café dans la main et cette montre en or brillant à mon poignet, son monde s'est effondré. Parce qu'il y a des choses que l'argent achète, et il y a des choses que seule la vérité peut payer. La couleur a disparu du visage de Julien en 2 secondes. C'était comme voir quelqu'un recevoir un coup de poing invisible dans l'estomac. Tout son corps s'est raidi, sa bouche s'est ouverte dans un « oh » silencieux. Ses yeux se sont écarquillés au point qu'on pouvait voir le blanc autour de l'iris noisette. Mélanie n'avait pas encore compris. Elle est entrée derrière lui, tout apprêtée, robe orange criarde, ses talons aiguilles ridiculement hauts, le sac Prada accroché au bras qu'elle avait certainement acheté le jour même de la loterie. Ses cheveux étaient différents, encore plus blonds, avec ces mèches qui coûtent une fortune dans les salons de luxe. « Julien, chéri, pourquoi tu t'arrêtes ?» Elle s'est figée quand elle m'a vu. Le sourcil s'est arqué, ce geste de quelqu'un qui est sur le point de cracher du venin. « Monsieur Henry, qu'est-ce que vous faites ici ?» Je n'ai pas répondu. J'ai simplement pris une gorgée lente de mon café expresso. J'ai reposé la tasse en porcelaine sur la soucoupe avec un petit tintement délicat. Et j'ai regardé Monsieur Duchamp. « Monsieur Duchamp, je crois que nous pouvons commencer. » Monsieur Duchamp s'est levé, a tendu la main à Julien de manière professionnelle. « Bonjour, Monsieur Julien Dubois. Je suis Fabrice Duchamp, conseiller régional. Soyez le bienvenu. Madame également. » Il a fait un signe vers Mélanie. « Je vous en prie, asseyez-vous. Je vais avoir besoin de quelques documents avant de libérer le gain. » Julien n'a pas bougé. Il continuait à me fixer comme si j'étais une apparition, un fantôme, quelque chose d'impossible à être là. « Papa !» Sa voix est sortie rauque. « Qu'est-ce que... Comment... Pourquoi tu es ici ?» C'est Mélanie qui a brisé le silence, déjà revenue du choc initial, déjà de retour en mode attaque. « Julien, il est probablement venu supplier pour que tu lui donnes de l'argent. »« Monsieur Henry, écoutez, on a déjà parlé de ça. Mon mari ne peut pas distribuer son gain à tout le monde qui vient la main tendue. » La salle est devenue si silencieuse qu'on pouvait entendre le bourdonnement de la climatisation. Monsieur Duchamp s'est raclé la gorge, mal à l'aise, m'a regardé comme s'il demandait la permission d'intervenir. J'ai simplement secoué légèrement la tête. Non, laissez-la parler, laissez-la creuser son propre trou. Mélanie, Julien a tiré son bras, la voix basse. Ne parle pas comme ça à mon père. Trop tard pour me défendre, fiston, 42 ans trop tard. Monsieur Julien, Madame Mélanie. Monsieur Duchamp est revenu à son ton professionnel, ce ton neutre de quelqu'un qui gère des situations embarrassantes tous les jours. Concentrons-nous sur la procédure de retrait, voulez-vous? S'il vous plaît, asseyez-vous. Mélanie a tiré Julien par le bras et ils se sont assis dans les fauteuils face au bureau. Elle m'a lancé un regard en coin, un de ces regards venimeux que les femmes lancent quand elles sentent qu'elles perdent du terrain. Monsieur Duchamp a ouvert un dossier. Avant de commencer le processus de retrait des 15 millions, je dois vous informer de quelques formalités. Le montant sera déposé sur un compte spécial. Vous deviendrez client premium de la banque, vous aurez accès à une consultation financière exclusive. Il a continué à parler, mais j'ai vu que Julien ne prêtait pas attention. Il continuait à me regarder du coin de l'œil, essayant de comprendre. Mélanie, en revanche, buvait chaque mot. Elle calculait déjà, planifiait, rêvait éveillée avec cet argent. C'est là que M. Duchamp a lâché la bombe. Ah, et j'en profite pour vous informer que M. Henry est également notre client premium. En fait, il est arrivé avant vous aujourd'hui car nous avions une réunion de planification patrimoniale programmée. Le temps s'est arrêté. Julien a cligné des yeux 3 fois de suite, traitant l'information. « Quoi ? Monsieur Henry ?» a répété Monsieur Duchamp calmement, est client premium de la Banque Postale depuis lundi de cette semaine. Il a déposé une somme importante et est suivi par notre secteur d'investissement de haut patrimoine. Mélanie a laissé échapper un rire court, un de ces rires d'incrédulité mêlés de mépris. Client premium, Monsieur Henry ? Elle m'a regardé de haut en bas. Avec quel argent ? Silence. Je l'ai regardé. Vraiment regardé. J'ai vu cette femme qui avait passé 3 ans à me traiter comme une ordure, à m'humilier, à m'éloigner de mon propre fils.
et je n'ai rien ressenti. Ni colère, ni rancœur. Juste un vide froid, là où avant il y avait l'espoir qu'elle changerait. 900 000 €, ai-je dit, ma voix sortant si calme que même moi j'ai été surpris. Indemnisation judiciaire concernant la société dont ma défunte épouse était associée. Le procès a duré 20 ans. Nous avons gagné. L'argent est tombé sur mon compte il y a 2 semaines. La mâchoire de Mélanie est tombée. Julien est devenu blanc. Pas ce blanc de surprise. Ce blanc de quelqu'un qui vient de comprendre qu'il a commis la plus grande erreur de sa vie. Papa. Il a essayé de parler, mais sa voix a échoué. 2 semaines avant ta loterie, Julien. J'ai continué, implacable. J'ai reçu cette nouvelle et j'étais si heureux parce que je pourrais enfin t'aider. Je pourrais enfin venir vers mon fils et dire « On a réussi. Après 40 ans de lutte, on a réussi. L'argent de ta mère est enfin arrivé et je voulais le partager avec toi. » J'ai vu ses mains trembler. Je voulais investir dans ton avenir, dans notre avenir. Ma voix s'est durcie. Mais alors tu as gagné à la loterie et j'ai pensé « Parfait, je vais attendre que tu te calmes de toute cette euphorie et après je te raconterai la nouvelle. On fêtera ensemble, père et fils, enfin avec les moyens de vivre tranquille. » Les larmes ont commencé à monter dans ses yeux. Sauf que tu ne m'as pas laissé le temps, n'est-ce pas, Julien ? Tu m'as appelé chez toi, tu m'as exposé devant des étrangers, tu m'as appelé père pauvre qui freine. Tu m'as chassé parce que j'ai demandé de l'aide pour 700 € pour un réfrigérateur alors que tu venais de gagner 15 millions. Il tremblait maintenant. Vraiment tremblait, les mains serrant les accoudoirs du fauteuil. « Je ne savais pas, » a-t-il murmuré. « Bien sûr que tu ne savais pas. » Ma voix est sortie plus forte que prévu. J'ai respiré profondément. Je suis revenu à un ton calme. Tu ne savais pas parce que tu ne t'es jamais intéressé. Tu n'as jamais demandé comment j'allais. Tu n'as jamais voulu savoir ce qui se passait dans ma vie. Pour toi, j'ai toujours été juste le père. Cette obligation que tu portais, cette pierre dans la chaussure qui te rappelait d'où tu venais. Mélanie a essayé d'intervenir, sa voix sortant stridente. « Monsieur Henri, vous exagérez. Julien a toujours... » « Toujours quoi ?» J'ai tourné la tête vers elle si vite qu'elle a fait un petit bond dans sa chaise. Toujours m'a aimé, toujours m'a respecté, toujours m'a traité avec dignité. Dis-moi, Mélanie, à laquelle de tes fêtes ai-je été traité comme le père de ton mari? Au mariage, quand vous m'avez mis à la table 18 près de la cuisine? Ou au barbecue quand tu as dit que ma tarte maison était mignonne avec ce ton de mépris? Elle est devenue rouge, a ouvert la bouche pour répondre, mais aucun son n'est sorti. Monsieur Duchamp s'est de nouveau raclé la gorge. Peut-être serait-il préférable que je vous laisse un moment pour que la famille discute? Non, pas besoin, monsieur Duchamp. Je me suis levé du fauteuil, j'ai pris mon attaché-case. J'ai déjà terminé ma réunion. Les documents pour mon voyage en Europe sont prêts? Oui, monsieur Henri. 6 mois, billets en première classe, hôtel réservé, tout selon vos souhaits. Parfait. Europe, première classe, 6 mois. J'ai vu le choc se multiplier sur le visage de Julien. Il s'est levé d'un bond, renversant presque le fauteuil. « Papa, attends, je dois te parler. » Non, Julien, tu n'as pas besoin. Je l'ai regardé pour la dernière fois ce jour-là. Tu dois retirer tes 15 millions, acheter ta Porsche, ta maison à 4 millions, voyager à Dubaï, faire tout ce que tu as prévu pendant que j'étais assis sur le canapé, invisible et insignifiant. Papa, s'il te plaît. Sa voix était maintenant étranglée. Je suis désolé, je ne savais pas. Si tu savais quoi, Julien? Je me suis arrêté à la porte. Je me suis retourné. Si tu savais que j'avais de l'argent, alors là, j'aurais mérité du respect. Alors là, j'aurais été assez bien pour faire partie de ta vie. J'ai secoué la tête. Ça ne fait que prouver mon point. Ce que tu as perdu, ce n'est pas un père pauvre. Tu as perdu un père qui t'aimait inconditionnellement. Et contrairement au gain de la loterie, ça ne se récupère pas. Je suis sorti. J'ai entendu un bruit derrière moi, quelque chose qui tombait, un corps qui s'effondrait. J'ai entendu Mélanie crier « Julien, Julien, quelqu'un à l'aide !» Mais je ne suis pas retourné. J'ai entendu le bruit sourd d'un corps de 90 kilos heurtant le sol de marbre. J'ai entendu M. Duchamp appeler l'infirmerie de la banque.
Je me suis arrêté dans le couloir, la main encore sur la poignée de la porte, le cœur battant rapidement. Pendant une seconde, juste une seconde, j'ai presque fait demi-tour, parce que je suis père. Et un père, aussi blessé soit-il, ressent encore ce pincement au cœur quand son fils tombe. Mais alors je me suis souvenu de ces mots, « Père pauvre qui me freine », et mes pieds ont continué à avancer. Il y avait un petit salon d'attente à côté, avec des canapés en cuir et une machine à café. Je me suis assis, je n'allais pas partir sans savoir s'il allait bien. Je ne suis pas inhumain, mais je n'allais pas non plus courir comme le chien qui reçoit des coups et revient quand même. 5 minutes plus tard, M. Duchamp est apparu. « Monsieur Henry, il se réveille, l'infirmière est avec lui, c'était un évanouissement émotionnel, rien de grave. » Il a hésité. Mais il vous demande, il supplie en fait. Il va assez bien pour continuer la procédure de retrait? Monsieur Duchamp a cligné des yeux, surpris par la froideur de ma question. Oui, mais peut-être serait-il préférable de reporter? Non. Je me suis levé. Il est venu retirer l'argent. Qu'il le retire. Je suis retourné dans le salon VIP. La scène était pathétique. Julien était assis par terre, adossé au mur, la cravate desserrée, les cheveux en bataille, le visage encore pâle. Un hématome se formait sur son front, là où il avait cogné en tombant. L'infirmière, une jeune femme en blouse blanche, vérifiait sa tension. Mélanie était accroupie à côté, les mains sur son visage, essayant de jouer l'épouse inquiète. Mais dans ses yeux, j'ai vu autre chose, du calcul. Elle était inquiète, oui, mais pas pour Julien, pour l'argent qu'il pourrait ou non réussir à retirer dans cet état. Quand Julien m'a vu à la porte, ses yeux se sont remplis de larmes. « Papa !» Sa voix est sortie faible, brisée. Je suis entré, je me suis assis dans le même fauteuil qu'avant. J'ai croisé les jambes, j'ai attendu. L'infirmière a terminé. La tension est normale maintenant. C'était vraiment un choc émotionnel. Vous devez rester calme, respirer profondément, boire de l'eau. Elle lui a tendu un verre. Julien l'a pris avec des mains tremblantes. Il a bu par petites gorgées. « Je vais vous laisser discuter », a dit l'infirmière discrètement, sortant et fermant la porte. Monsieur Duchamp est resté, mais s'est positionné dans un coin discret, faisant semblant de s'occuper de papier. Le silence dans la salle était dense, lourd. C'est Julien qui l'a brisé, sa voix sortant rauque. « Papa, je n'ai pas de mots. » « Alors ne parle pas. » Ma voix était calme, glaciale. « Signe les papiers, prends ton argent et va vivre ta vie de millionnaire. » Non. Il a essayé de se lever, mais ses jambes étaient encore faibles. Il est resté à genoux. « Non, papa, s'il te plaît, laisse-moi t'expliquer. » « T'expliquer quoi, Julien ?» Je l'ai regardé dans les yeux. « Explique comment tu m'as appelé Boulet. Explique comment tu m'as chassé de chez toi parce que j'ai demandé 700 €. Explique comment tu es resté assis dans ton appartement à manger des sushis à 280 € pendant que j'étais invisible sur le canapé. Vas-y, explique. » Il a baissé la tête. Les larmes ont coulé sur le sol de marbre. J'ai été une ordure. Je sais, je n'ai pas d'excuses. Tu as raison. Tu n'as pas d'excuses. J'ai respiré profondément. Tu sais ce qui fait le plus mal, fiston? Ce n'est même pas le manque de respect, c'est de savoir que tu es seulement désolé parce que tu as découvert que j'ai de l'argent. Si j'étais entré ici pauvre, vraiment pauvre, mendiant l'aumône comme Mélanie l'a suggéré, tu m'aurais chassé encore une fois. Non, ce n'est pas vrai. Il a levé la tête, désespéré. Je me sentais déjà mal depuis dimanche. Je n'arrivais pas à dormir, je n'arrivais pas à manger correctement. Mélanie l'a remarqué. Elle m'a demandé ce qui n'allait pas, et j'ai dit que je t'avais maltraité. Ah oui? J'ai regardé Mélanie. Et qu'a dit ta femme quand tu lui as raconté ça? Mélanie est devenue rouge, a détourné le regard. Julien aussi. Parle, Julien, qu'est-ce qu'elle a dit? Silence. Elle a dit que tu avais bien fait, n'est-ce pas? Ce n'était pas une question, c'était une affirmation. Elle a dit que tu devais établir des limites et que j'allais devenir une sangsue, n'est-ce pas? Mélanie a explosé. Écoutez, monsieur Henry, je ne savais pas que vous aviez de l'argent.
Si j'avais su... Voilà. J'ai frappé ma main sur l'accoudoir du fauteuil avec tant de force que tout le monde a sursauté. C'est ça le problème. Si j'avais su que vous aviez de l'argent, c'est tout ce qui compte pour vous deux. L'argent, pas le caractère, pas l'histoire, pas l'amour, juste l'argent. Je me suis levé du fauteuil, j'ai pris mon attaché-case. Papa, non! Julien a essayé de se lever à nouveau. Il y est arrivé cette fois. Il a titubé jusqu'à moi. S'il te plaît, donne-moi une chance de réparer ça. Réparer? J'ai ri. Mais il n'y avait aucun humour dans ce rire. Julien, tu n'as pas cassé une assiette. Tu as brisé 42 ans. Comment on répare ça? Dis-moi. Je vais changer. Je te promets, je vais être le fils que tu mérites. Non. J'ai secoué la tête. Tu vas être ce que tu as toujours été. Un homme qui mesure la valeur des gens par leur compte en banque. Et tu sais quoi? Je ne veux pas d'un fils comme ça. Son visage s'est décomposé, littéralement décomposé. Sa bouche a tremblé, ses yeux ont débordé. Tout son corps a commencé à être secoué par des sanglots. « Papa, je t'aime. Peut-être que tu m'aimes. » Ma voix était ferme maintenant, sans colère, sans douleur, juste définitive. Mais un amour qui n'apparaît que quand ça arrange. Un amour qui dépend d'un compte en banque, un amour qui vient après l'humiliation. Ce genre d'amour, je n'en ai plus besoin. J'ai regardé Monsieur Duchamp. « Monsieur, j'ai terminé tout ce dont j'avais besoin ici. Vous pouvez continuer avec le service de Monsieur Julien. » Je me suis tourné pour partir. « Papa, s'il te plaît !» Julien a crié, sa voix résonnant dans toute la salle. « Ne m'abandonne pas, j'ai besoin de toi. » Je me suis arrêté. Je me suis retourné et je l'ai regardé, cet homme de 42 ans, pleurant comme un enfant, désespéré, détruit. Et j'ai dit la phrase que j'avais répétée dans ma tête toute la nuit. « Julien, je ne t'ai pas abandonné. Tu m'as chassé. Il y a une différence. Et maintenant, tu vas devoir vivre avec ce choix. » J'ai fait une pause. « Tu as gagné 15 millions d'euros à la loterie. Félicitations. Achète ce que tu veux, voyage où tu veux, maison neuve, voiture importée, vêtements de marque, tout ce que tu as toujours voulu. » J'ai fait une autre pause. « Mais il y a une chose que tu ne pourras pas racheter. » Ma voix s'est adoucie malgré moi. « Le plus grand gain que tu aies jamais eu. Un père qui t'aimait inconditionnellement. Sans argent, sans intérêt, sans condition, juste de l'amour. Et ça, mon fils... » Ma voix s'est brisée légèrement. « Ça ne se rachète pas. Il n'y a pas de deuxième tirage. Il n'y a pas moyen de récupérer ça. » Les pleurs de Julien se sont transformés en un hurlement, un son de douleur si profond que même M. Duchamp a baissé les yeux mal à l'aise. Mais je n'ai pas cédé. Parce que parfois, l'amour le plus difficile est celui qui dit non. Celui qui établit des limites, celui qui refuse d'être un paillasson, même pour son propre enfant. Je suis sorti du salon VIP. Cette fois, je n'ai pas entendu de chute, pas d'évanouissement. Juste des pleurs d'un homme qui venait de réaliser qu'il y a des pertes que l'argent ne peut jamais compenser. Les 6 mois en Europe ont été exactement ce dont j'avais besoin. J'ai marché dans les rues de Rome. J'ai bu du vin dans des bistrots de Barcelone. J'ai navigué sur les canaux d'Amsterdam. J'ai fait des choses que je n'avais jamais imaginé faire. Mais plus importante encore, j'ai appris quelque chose de fondamental. J'existais en dehors de mon rôle de père. J'étais Henri, juste Henri. Un homme qui aimait l'architecture gothique, qui découvrait qu'il adorait la cuisine italienne, qui s'est fait des amis dans une auberge à Lisbonne. Mon téléphone a sonné 127 fois pendant ces 6 mois, toutes des appels de Julien. J'en ai répondu 3. La première fois, 2 mois après mon départ, j'ai répondu parce que j'avais peur qu'il soit arrivé quelque chose de grave. « Papa ?» Sa voix était différente, plus calme. Je voulais juste savoir si tu vas bien. »« Je vais bien, Julien. Je suis en thérapie 2 fois par semaine. » Il a fait une pause. « Mélanie est partie. Elle a demandé le divorce. » Je n'ai rien dit. « Je ne t'appelle pas pour que tu aies pitié de moi. Je t'appelle parce que je veux que tu saches que je travaille sur moi, que j'essaye de comprendre comment j'ai pu devenir cet homme. C'est bien, Julien. Est-ce que
Est-ce qu'un jour tu pourrais me pardonner? J'ai regardé par la fenêtre de ma chambre d'hôtel à Florence. Le soleil se couchait sur l'Arno, peignant le ciel en orange et rose. Je ne sais pas, fiston. Je ne sais vraiment pas. Je comprends. Sa voix était petite. Mais je ne vais pas arrêter d'essayer. Pas pour que tu me pardonnes, mais pour devenir l'homme que j'aurais toujours dû être. Nous avons raccroché. Quand je suis rentré à Paris en novembre, quelque chose avait changé en moi. Je n'étais plus cet homme courbé par le poids de l'amour non réciproque. J'étais droit, libre. J'ai rénové mon appartement à Montreuil, pas de manière extravagante, mais confortablement. J'ai créé un petit atelier de menuiserie dans mon garage et j'ai commencé à donner des cours gratuits aux jeunes du quartier. J'ai créé une fondation avec 400 000 €, Fondation Marguerite Dubois, pour aider les veuves et les veuves avec de jeunes enfants. Parce que je savais ce que c'était de ne pas avoir de choix, de ne pas avoir d'issue, de ne pas avoir d'espoir. Julien a continué à appeler, pas tous les jours, pas de manière insistante, juste présent. 6 mois après mon retour, il est apparu à ma porte. C'était un dimanche après-midi. Quand j'ai ouvert, j'ai à peine reconnu mon fils. Il avait maigri, pas d'une manière malsaine, mais d'une manière qui montrait qu'il avait arrêté de vivre dans l'excès. Il portait des vêtements simples, un jean, un pull, les cheveux courts, bien coiffés mais sans gel, les yeux clairs mais fatigués. Et dans ses mains, rien. Pas de cadeaux coûteux, pas de fleurs exagérées, juste lui. « Bonjour, papa. Bonjour, Julien. » Nous nous sommes mesurés du regard. « Je peux entrer ?» J'ai hésité. Mais j'ai hoché la tête. Il est entré et s'est arrêté au milieu du salon, regardant tout. L'appartement rénové, les nouveaux meubles, les photos de mon voyage sur le mur. « L'appartement est magnifique, papa. Merci. » Silence inconfortable. « Je ne suis pas venu demander pardon, » a-t-il commencé, sa voix ferme mais humble, « parce que je sais que je ne le mérite pas. Je suis venu te demander une chance de construire une relation à nouveau. Depuis le début, comme deux adultes, avec du respect. Je me suis assis sur le canapé. Il est resté debout, attendant la permission de s'asseoir. Je ne l'ai pas donnée, pas encore. Julien, je ne sais pas si je peux te faire confiance à nouveau. Je sais, et je ne m'attends pas à ce que tu me fasses confiance maintenant. J'espère juste que tu me laisseras essayer de prouver, avec le temps, avec des actions, que j'ai changé. » Je l'ai regardé, vraiment regardé, et j'ai vu quelque chose de différent. Ce n'était plus cet homme arrogant, aveuglé par l'argent. C'était quelqu'un de brisé qui essayait de se reconstruire. Si j'accepte ça, et c'est un très grand si, ce sera avec des conditions. J'accepte tout. Première condition, la thérapie continue. Ce n'est pas négociable. Deuxième, tu me traites avec respect. Toujours, que j'ai de l'argent ou non. Troisième, je ne suis pas ta béquille émotionnelle. Tu résous tes problèmes, je résous les miens. Quatrième, des limites. J'ai ma vie maintenant. Des voyages, des projets, des amis. Et tu vas respecter ça. J'accepte tout. Et cinquième, j'ai fait une pause. Le pardon n'est pas l'oubli. Je vais pardonner parce que c'est mieux pour moi, pas pour toi. Mais je n'oublierai jamais ce que tu m'as fait ressentir. Et tu vas devoir vivre avec ça. Il a hoché la tête, les yeux embués. Je comprends et j'accepte, parce que moi non plus je n'oublierai jamais. Je vais porter ça comme un rappel de l'homme que je ne veux plus jamais être. Nous sommes restés en silence pendant un long moment. Puis j'ai montré le fauteuil. Assieds-toi, je vais faire du café, et tu vas me raconter correctement comment s'est passée cette thérapie. J'ai vu le soulagement envahir son visage. Ce n'était pas un pardon complet. Ce n'était pas « tout est pardonné ». C'était un début, petit, fragile, mais honnête. Pendant que je préparais le café dans la cuisine, j'ai regardé la montre de mon père sur l'étagère spéciale que j'avais fait faire. Il ne sera pas le fils parfait dont j'ai rêvé, ai-je murmuré à la montre. Mais peut-être qu'avec le temps, il sera un fils décent. Et peut-être que c'est suffisant. 1 an plus tard, 1 an après cette confrontation à la banque, Julien et moi avons une relation.
Ce n'est pas la relation père-fils parfaite des films. Nous ne nous parlons pas tous les jours. Nous ne passons pas tous les dimanches ensemble. Mais nous nous voyons une fois par semaine. Nous prenons un café. Nous parlons. De vraies conversations. Il m'a parlé de sa thérapie, de comment il a réalisé que son rapport à l'argent était toxique, qu'il mesurait sa valeur et celle des autres à travers un prisme matériel. Il m'a raconté comment il a créé une ONG pour aider les enfants de parents seuls à accéder à l'éducation, comment il a investi l'argent de la loterie non pas dans des voitures de luxe, mais dans des projets qui ont du sens. « J'ai gardé 1 million pour vivre confortablement », m'a-t-il dit un jour. Le reste, je l'utilise pour essayer de réparer le monde, parce que je ne peux pas réparer le passé, mais je peux essayer de créer un meilleur futur. Et moi, j'ai continué à vivre, à voyager, à donner mes cours de menuiserie, à profiter de mes amis. J'ai appris que je n'avais pas besoin d'être défini par mon rôle de père. J'étais Henri. Et Henri avait de la valeur, indépendamment de la reconnaissance de quiconque. Si vous êtes arrivé jusqu'ici dans cette histoire, peut-être que vous vous attendiez à un happy ending complet, à des retrouvailles parfaites, à une réconciliation totale avec des larmes de joie. Mais la vraie vie ne fonctionne pas comme ça. La vraie leçon que j'ai apprise, et que j'espère que vous retiendrez, n'est pas que l'argent est mauvais. L'argent est neutre. C'est un outil. La leçon, c'est que les gens montrent qui ils sont vraiment quand ils ont du pouvoir. L'argent, c'est du pouvoir. Et ce pouvoir révèle le caractère. Julien n'est pas devenu quelqu'un de mauvais à cause de l'argent. L'argent a simplement révélé ce qui était déjà là. Un manque de respect, une honte de ses origines, une incapacité à voir la valeur au-delà du matériel. Mais voici l'autre leçon, tout aussi importante. Les gens peuvent changer. Pas facilement, pas rapidement. Mais ils peuvent. Julien travaille sur lui-même. Il essaie. Ce n'est pas parfait. Il y a des rechutes. Il y a des moments où je vois l'ancien Julien ressortir. Mais il essaie. Et c'est déjà beaucoup. Quant à moi, j'ai appris la leçon la plus difficile pour un parent. Aimer quelqu'un ne signifie pas accepter d'être maltraité par cette personne. Vous pouvez aimer votre enfant et établir des limites. Vous pouvez aimer votre enfant et exiger du respect. Vous pouvez aimer votre enfant et dire « Non, ce comportement n'est pas acceptable ». Parce qu'accepter d'être un paillasson n'aide pas votre enfant. Ça l'handicape. Ça lui enseigne qu'il peut traiter les gens mal sans conséquence. La plus grande gentillesse que j'ai faite à mon fils n'était pas de lui pardonner immédiatement. C'était de lui montrer qu'il y a des conséquences à ses actions. Que l'amour inconditionnel ne signifie pas une tolérance inconditionnelle au manque de respect. Si cette histoire vous a touché, peut-être parce que vous êtes un parent qui se sent invisible ou un enfant qui réalise qu'il n'a pas assez valorisé ses parents, alors écoutez-moi. Pour les parents, vous avez de la valeur. Votre valeur ne dépend pas de la reconnaissance de vos enfants. Vous avez le droit d'établir des limites. Vous avez le droit de dire « assez ». Et cela ne fait pas de vous un mauvais parent. Cela fait de vous une personne avec de la dignité. Pour les enfants, vos parents ne sont pas des distributeurs automatiques de soutien émotionnel et financier. Ce sont des êtres humains avec des sentiments, des rêves, des besoins. Le temps que vous avez avec eux n'est pas infini. Ne attendez pas qu'ils partent, ou pire, qu'ils soient encore là mais émotionnellement partis, pour réaliser leurs valeurs. L'argent va et vient. Les maisons, les voitures, les vêtements de marque, tout ça finit à la poubelle ou dans un vide-grenier. Mais les relations, les souvenirs, le respect, l'amour authentique, ça c'est ce qui reste. C'est ce qui compte quand vous êtes vieux et que vous regardez en arrière. Ne mesurez pas la valeur des gens à leur compte en banque. Mesurez-la à leur caractère, à leur intégrité, à la façon dont ils traitent les autres quand ils n'ont rien à gagner. Et si vous avez maltraité quelqu'un, un parent, un ami, un partenaire, parce que vous pensiez qu'il n'avait rien à vous offrir, sachez qu'il n'est jamais trop tard pour changer. Mais le changement doit être réel. Pas juste des mots, des actions, du temps, de l'humilité. Et même alors, la personne que vous avez blessée a le droit de ne pas vous pardonner, a le droit de maintenir ses limites, a le droit de dire « je t'aime », mais de loin,
et vous devez respecter ça. Parce qu'au final, c'est ça le respect, c'est ça l'amour mature. Merci d'avoir écouté cette histoire jusqu'au bout. Si elle vous a touché, laissez un commentaire en me disant d'où vous nous regardez et quelle partie vous a le plus marqué. Abonnez-vous à Les Conseils de Papy et activez la cloche pour ne manquer aucune de nos histoires de vie, de dignité et de respect. Partagez cette histoire avec quelqu'un qui en a besoin et souvenez-vous, vous avez de la valeur, toujours, même quand les autres ne le voient pas. À bientôt et que la sagesse vous accompagne.